l'intelligence artificielle et la conformité. Déjà, est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit bien? Peut voir les slides, est-ce que tout fonctionne? Peut-être que les freelances vont nous dire tout ça, dans le chat. Heu, on va vous présenter aujourd'hui, toutes les bonnes pratiques de conformité et de sécurité dans les projets IA. Super, c'est que tout fonctionne, donc très bien. Merci beaucoup. Juste avant, on a ici 3 intervenants qu'on va vous présenter juste après. On avait une petite question à vous poser en attendant que tout le monde arrive, que je vous partage dès maintenant. Et donc, on vous laisse y répondre. Voilà, peut-être que vous allez pouvoir avoir un avis sur ça. Ok, les gens commencent à répondre. Ouais, donc c'est très varié. Globalement, les gens l'utilisent à moins de 25%. Donc ça représente. Ok, hyper intéressant. Le temps d'avoir toutes ces réponses, on va peut-être présenter déjà le hibou et les intervenants de ce nouveau webinaire. Le hibou, il y en a quand même pas mal qui le connaissent. Pour tous les autres, voilà, on est une plateforme qui est présente partout en France maintenant, une plateforme d'intermédiation. Voilà, aujourd'hui, on a des bureaux, comme vous pouvez voir sur la petite carte, en Belgique et en France. Il y a plus de 500 entreprises aujourd'hui qui nous font confiance. Vous êtes plus de 120 000 à être inscrits sur cette plateforme. On a plus de 7000 missions qui sont postées chaque année, de missions longues en tout cas. Et on a récemment, il y a un mois, intégré la French Tech Next 40. Donc voilà, dont on est très fiers, en espérant que ça dure. Voilà, et donc donc aujourd'hui, on va vous présenter d'abord les intervenants. Ensuite, vous aurez donc les différents types d'intelligence artificielle qui va être présenté voilà, par nos 3 intervenants. Et ensuite, on va répondre à des questions. Ils répondront à vos questions qu'on a pu récolter au préalable. Et si jamais vous, de votre côté, vous avez des questions, vous savez que vous pouvez toujours les poser dans le chat. Moi, je me présente aussi, community builder, et donc c'est-à-dire que je m'occupe de toute la communauté des freelances ici. Mais surtout, ceux qui ont accepté de participer, il y a Olivia. Peut-être qu'Olivia, vous voulez vous présenter en quelques mots? Bonjour à tous. Olivia Flippo, je suis docteur en droit des contrats. J'ai plongé dans la technologie avant mon doctorat et après mon doctorat avec 2 masters différents. Je suis avocat au barreau de Paris, spécialisée dans le numérique. Voilà, Très clair. passons large. Merci Olivia. On a également Frédéric qui est aujourd'hui parmi nous, qui peut se présenter également. Bonjour, donc Frédéric Goutte, 25 ans d'expérience dans la cybersécurité et je suis RSSI et également DPO. Voilà. Très clair. Et enfin, nous avons Vanessa également qui est présente aujourd'hui. Si jamais tu veux dire 2 mots, Vanessa, pour te présenter aussi. Ok, bonjour à tous. Donc moi, je suis DPO au sein d'une société dans le secteur privé. Avant, j'étais consultante en protection des données dans un cabinet de sécurité, donc ce pendant 3 ans et demi. Et ensuite, j'étais référent RGPD dans un service de sécurité informatique au sein d'une DSI. Donc voilà, j'ai participé à de nombreux projets informatiques pour lesquels j'ai mis en conformité les traitements et notamment des sujets IA. Et en parallèle, je suis diplômée du certificat de DPO du CNAM et d'un diplôme d'université en responsable éthique de l'IA. Voilà, merci. Ça va bien nous aider pour répondre à ces questions aujourd'hui. On peut commencer peut-être par la première question qui était aujourd'hui, quels sont les différents types de systèmes d'intelligence artificielle? C'est moi qui commence, c'est moi qui ouvre le bal. Comme tout juriste, on aime bien définir d'abord de quoi on parle. Le texte de référence en matière d'intelligence artificielle en Europe, c'est l'IA Act, qui est un règlement européen d'application directe et qui régit toutes les mises sur le marché et les utilisations des systèmes d'IA dans un cadre professionnel. Vraiment dans un cadre professionnel, c'est-à-dire l'usage que vous allez pouvoir faire, par exemple, de ChatGPT dans un cadre personnel n'est pas régi par l'IA Act.
Un système d'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, au regard de l'IA Act, l'intelligence artificielle, c'est un domaine de recherche, comme l'informatique ou un domaine de compétences. Le système d'intelligence artificielle, c'est un outil, comme un logiciel. C'est la différence qu'on peut faire. Donc, le système d'intelligence artificielle est défini par l'IA Act. C'est un peu long, mais je vais quand même le lire. C'est un système automatisé conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie, qui peut faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des données d'entrée qu'il reçoit, la manière de générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels. Donc, pour l'IA Act, le SIA est un système qui est caractérisé par une certaine autonomie, bien que ce critère soit discuté puisque sans données d'entrée humaine, le système d'IA est quand même un peu handicapé. Mais c'est un système qui est caractérisé par l'autonomie et qui est aussi caractérisé par sa capacité à inférer. Et l'inférence, c'est le fait de produire des effets sous la forme d'une évaluation, d'une classification, d'une décision. Je voudrais apporter une précision. Il ne faut pas confondre le système d'intelligence artificielle avec un modèle d'intelligence artificielle qui est un des composants du système d'intelligence artificielle, parmi d'autres. Toujours pour bien comprendre de quoi on parle, il y a des systèmes d'intelligence artificielle à usage général, basés sur des modèles d'intelligence artificielle à usage général, capables de répondre à des besoins variés. C'est ChatGPT, par exemple. Et il va y avoir des systèmes d'intelligence artificielle experts, là qui vont en général correspondre à un processus métier, à un usage ou à plusieurs usages, mais bien définis, qui sont caractérisés, ils fonctionnent donc sur une base de connaissances, ils sont caractérisés par des règles et des systèmes d'inférence bien précis. Et ça, ce sont plutôt ces usages-là qu'on va voir dans le cadre professionnel, avec des systèmes d'intelligence artificielle qui vont être déployés pour répondre à un besoin précis ou à un cas d'usage précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le système d'intelligence artificielle ne correspond pas à la définition de l'IA Act ne s'applique pas. Le système ne rentre pas dans le cadre d'application de l'IA Act. Donc, c'est important toujours d'abord de savoir de quoi on parle pour savoir si l'IA Act s'applique ou non. Voilà. Très clair. Est-ce que Vanessa ou Frédéric voulaient ajouter quelque chose à ça? Non, pour moi, pour l'instant, moi, c'est bon. Vanessa? Non, du tout. C'est juste pour essayer de schématiser un peu les choses. Dans ce qu'elle a dit, en fait, Olivia, il faut se dire, la première question à se poser, c'est OK, on reprend la définition de l'IA Act. Mais surtout, la première, c'est est-ce que je suis dans un cas d'usage précis professionnel ou est-ce que je suis dans une IA à usage général qui va pouvoir être utilisée pour différentes choses et réaliser différents actes, différentes tâches. Et en fait, là, vous avez, voilà, déjà, posez-vous ces deux questions. Première question, je reprends la définition d'une IA au titre de l'IA Act. Deuxième question, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis sur un cas d'usage précis de mon entreprise? Exemple, je vais prendre une IA qui va être utilisée sur une base documentaire de mon entreprise pour, par exemple, répondre à des questions pour mes collaborateurs, pour les aider sur, je sais pas, comment calculer quoi comment répondre à un client de telle ou telle façon. Merci, Olivia. Donc voilà, juste ces deux premières questions et ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail après. Exactement. Et donc, justement… Alors, ça me donne envie d'ajouter deux petites choses. Le fait que le système d'IA soit gratuit ou payant n'a pas d'impact. C'est soumis au SIA, soumis à l'IA Act
si la définition est remplie. Et le fait que ce soit un outil développé en interne pour un usage interne à l'entreprise ou que ce soit un produit commercial auquel on souscrit via un contrat commercial, ça n'a pas d'impact non plus. D'accord. Voilà. Ok, hyper clair. Et justement, on a donc la première grosse question en termes de sécurité, ça va être aujourd'hui quels sont les différents types de risques en termes de sécurité des SIA. Alors, je vais répondre. Alors, en fait, les différents types de risques en termes de sécurité des SIA, déjà, on va parler des besoins en sécurité lors de projets. Les besoins de sécurité lors de projets, on a des besoins de sécurité en termes de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité et de traçabilité. Et en fait, dans les projets IA, il peut y avoir effectivement des attaques sur ces 4 besoins de sécurité. Donc, en termes de type d'attaque, nous avons les attaques par injection de prompt, en fait, dans lequel, si on n'a pas sécurisé correctement la possibilité d'entrer au niveau d'IA, on a des risques que, selon des questions détournées, on arrive à, en fait, avoir des réponses de l'IA qu'il ne devrait pas donner. Voilà. Et donc, ce qui amène en fait aussi à de l'exfiltration de données. On a aussi ce qu'on appelle de l'empoisonnement de données, c'est-à-dire que au niveau des risques, quand on ne sécurise pas correctement l'IA, il y a le risque que un attaquant puisse introduire en fait des données qui ne sont pas correctes. Je ne sais pas comme exemple, je ne sais pas pouvoir donner des informations normalement sur un chatbot qui va vous donner des informations, par exemple dans le cadre d'une assurance, qui va être complètement biaisée puisqu'elle va introduire des informations qui ne sont pas correctes, en plus des informations de celui qui questionne. De la personne qui a des questions légitimes. Vous avez aussi les extractions de modèles, en fait, au niveau des risques, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité lorsque votre l'IA n'a pas été sécurisée, en fait, comment dire, que ça soit le moteur de l'IA n'a pas été sécurisé au niveau du serveur, il y aurait la possibilité d'extraire le modèle, de le modifier et de le réinjecter et donc de changer complètement le modèle de l'IA. Vanessa, si tu veux rajouter des choses, n'hésite pas. Hein. Alors, pour information, pour illustrer plus en détail, parce qu'en fait, on va avoir il va déjà 45 minutes. Si vous voulez plus de détails sur les techniques d'attaque, sur les cas d'usage qui ont pu être rencontrés, il y a d'excellents documents qui sont sur le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, notamment un qui s'appelle Dossier de sécurité système d'IA d'avril 2022. Et il y en a un autre qui s'appelle, que j'adore très honnêtement, Petite taxonomie des attaques des systèmes d'IA de janvier 2022, qui a été rédigé par Félicien Vallet. Vraiment, vous avez différents documents très riches, mais ceux-là sont super. Tout à fait, tout à fait. Merci Vanessa. C'est vrai que j'ai tendance un peu à m'étaler. Donc non, effectivement. Du tout, Donc, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que au niveau des risques, au niveau de l'IA, on est bien, on reprend en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu ce que c'est une analyse de risque, sur la partie disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. En fait, l'IA, les risques de l'IA touchent justement ces 4 besoins de sécurité, et notamment les attaques les plus courantes sont sur notamment la confidentialité,
Et notamment, je rappelle que lorsque vous, en entreprise, vous utilisez par exemple Copilot de Microsoft, il est important de ne pas activer Copilot comme ça, mais bien de configurer, lorsqu'on utilise Copilot, de configurer l'accès aux données, parce que lorsque vous utilisez Copilot au niveau de Microsoft, il a accès à l'ensemble des données qui ont pu être créées dans Office 365 de l'ensemble des utilisateurs. Donc, il est important effectivement de sécuriser par groupe de travail, par exemple les commerciaux ou autres, et de bien, comment dire, de bien avoir cloisonné les différentes données de l'entreprise au sein de Microsoft 365 pour que lorsque on pose des questions à Copilot, il ne donne des réponses que sur des données vous concernant dans le cadre de votre travail. Voilà. Je me permets juste d'intervenir également par rapport au fait que Akan a demandé si jamais Vanessa pouvait partager les 2 documents qu'elle avait cités. On le fera peut-être, on vous enverra le replay dedans et on y insérera les informations qu'on a évoquées. Comme ça, vous pourrez tous les avoir. On peut passer donc, je pense, à la prochaine question qui concerne directement. Excusez-moi, c'est en train de changer. Quels sont les principaux enjeux liés à la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle? Merci beaucoup. Voilà, nickel. Quels sont les principaux enjeux liés à la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle? Peut-être que Vanessa, justement, vous voulez répondre à la question. Okay, je vais commencer, je vais l'introduire et ensuite Olivia et Frédéric vont réintervenir. Je vais juste l'introduire. Donc, les principaux enjeux liés à la sécurité des systèmes d'IA sont de différents ordres. Ça, je suppose que vous vous en doutez. Nous, on les a rangés en 3 grandes catégories. Il s'agit des enjeux juridiques, techniques et éthiques. L'enjeu juridique, vous le devinez, c'est tout ce qui tourne autour des lois qui vont être applicables tant aux produits qu'à la manière dont les données vont être traitées, à l'IA, mais aussi au secteur d'activité. Les techniques, l'enjeu technique, c'est tout ce qui va être fonctionnement de la solution, modalité d'apprentissage, tout ce qui va relever des données de sortie et de la sécurité. Et ensuite, on va aussi avoir l'enjeu éthique, qui reste une notion un peu abstraite, mais qu'on verra tout à l'heure. Ces 3 grandes familles, en fait, elles permettent d'englober les 7 grands principes d'une IA responsable. Ces 7 grands principes, ils ont été élaborés par notamment le groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle qui a été désigné par la Commission européenne en 2019. Si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver au considérant. Donc, le considérant, en fait, c'est une petite note de bas de page, on va dire ça comme ça, qu'on retrouve au sein de l'IA Act. Et en fait, là, vous retrouvez les 7 principes qui sont l'action humaine et le contrôle humain, premier, robustesse technique et sécurité, deuxième, respect de la vie privée et gouvernance des données, qui est un vrai sujet, on le sait, troisième, transparence, quatrième, diversité, non-discrimination et équité, et bien-être sociétal et environnemental et responsabilité. Et je vais laisser la main à Olivia. Oui, alors le premier enjeu est un enjeu juridique. Un enjeu juridique, ça veut dire un enjeu en termes de conformité et en termes de responsabilité. Parce qu'avant tout, il faut savoir à quel système d'IA on a affaire pour savoir dans quelle catégorie de règles on est situé et quelle catégorie de règles on doit respecter. Le premier texte essentiel à appliquer, on en a déjà parlé, c'est l'IA Act, qui s'applique en fonction du niveau de risque du système d'IA. Par exemple, pour les systèmes d'IA à haut risque, il va y avoir des exigences à respecter beaucoup plus lourdes que pour un système d'IA à risque minime. Et surtout, si on est dans un système d'IA à risque très, très élevé, l'usage que l'on envisage peut être interdit. Et on doit donc arrêter toute utilisation de ce système d'IA. Donc, il faut être capable de documenter la façon dont on a qualifié l'usage
du système d'IA qu'on est en train de mettre en place et les exigences et le respect des exigences. Le deuxième texte impératif à respecter si le système d'IA est amené à utiliser des données à caractère personnel, c'est évidemment le RGPD. La CNIL a déjà émis des recommandations pour l'utilisation des données à caractère personnel dans le cadre de la conception du système d'IA et la même chose dans le cadre de l'utilisation du système d'IA. Enfin, il va y avoir plein de règles qui vont s'appliquer en fonction du cas d'usage qui est visé. La propriété intellectuelle, d'abord, va s'appliquer assez fréquemment. Enfin, les règles de propriété intellectuelle vont entrer en ligne de compte assez fréquemment, aussi bien en ce qui concerne les règles les données qui vont servir à l'entraînement que les données de sortie. À qui appartiennent-elles? Sont-elles appropriables? À qui appartiennent-elles? Et est-ce que le système d'IA a respecté la propriété intellectuelle au moment de son entraînement? Ensuite, il va y avoir toutes les règles sectorielles. Si on est dans un système d'IA pour un cas d'usage dans le domaine bancaire, il va falloir respecter le droit bancaire, il va falloir respecter DORA, les futurs règlements sur la cyber-résilience. Si on est dans un système d'IA qui s'adresse aux consommateurs, il va falloir respecter le droit de la consommation. Si on est dans un système d'IA médical, il va falloir respecter les règles qui régissent la recherche médicale ou tout simplement le diagnostic médical. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de règles qui vont s'appliquer en plus de l'IA Act et en plus du RGPD. Très clair. Ok. Je passe la parole à Frédéric. Alors, au niveau de l'enjeu sécuritaire, alors je suis désolé, hein, je vois plein de commentaires dans le chat. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes s'y connaissant un minimum. On a préparé en fait ce webinaire pour plutôt des gens qui débutaient sur la partie IA. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous contacter, je pense, Oui, un peu plus tard, si vous avez besoin d'informations complémentaires plus techniques. Là, je suis vraiment désolé, c'était pas effectivement. prévu qu'on soit aussi précis et aussi technique, mais on peut, sur Non, demande, on, effectivement, on communiquera sur développer. vos mails, voilà, on communiquera sur Voilà, vos tout à mails fait. ensuite, Tout à si vous fait. l'acceptez. Donc, Et au niveau de l'enjeu sécuritaire, effectivement, il y a un enjeu assez important, notamment, en plus de l'IA Act, il y a un enjeu sécuritaire important puisque l'IA rentre aussi dans le cadre de NIS 2, d'accord, de NIS 2 et de DORA dans le système banque assurance. Et donc, automatiquement, en plus de l'IA Act, effectivement, vous avez des règles de sécurité, comme pour tout projet, hein, des règles de sécurité à respecter au niveau de NIS 2. Il est bien important de faire la différence entre l'IA générative et les autres IA, sachant que l'IA générative, c'est celle qu'on connaît le plus parce qu'on la voit le plus et on l'utilise plus, mais il y a beaucoup d'autres IA. En tout cas, ce qui nous préoccupe en général dans les sociétés en question, c'est souvent dans le cadre d'IA générative, effectivement. Et le fait que l'IA puisse, puisse utiliser un nombre assez important de données, automatiquement, on augmente la surface d'attaque. Et donc, il est important, justement, de respecter les bonnes pratiques ISO 27001, hein, de l'ISO 27001, du NIST, et puis effectivement, de NIS 2. Alors, concernant l'IA, vous avez effectivement des préconisations en termes de sécurité via l'ISO
mince, ça y est, je perds la mémoire, via l'ISO 42001, qui est très très intéressante. Je vous invite à regarder, donc cette norme-là. C'est la norme de la sécurité de l'IA, sur lequel vous avez, comme pour l'ISO 27001, des mesures bien détaillées et notamment via l'annexe A de l'ISO 42001, qui vous permettra effectivement de bien comprendre les mesures importantes à effectuer. Alors, je ne vous cache pas que, mis à part ce qui est vraiment très spécifique à l'IA, il y a des mesures de sécurité qui sont, comme pour tout projet, notamment tout ce qui est politique de sécurité spécifique de l'IA, tout ce qui est chiffrement, tout ce qui est test, audit régulier, audit de sécurité régulier, voilà. Qui est très important. Sachant que au niveau de l'enjeu sécuritaire, on est bien, comme le disait tout à l'heure Olivia, on touche vraiment plusieurs réglementations, puisque si on a des données à caractère personnel, ça touche le RGPD. Donc, l'enjeu sécuritaire est aussi un enjeu financier, parce qu'on a un risque effectivement d'amende très forte, que ça soit pour ne pas respecter les mesures de sécurité de l'IA en question, mais qui peuvent s'ajouter, en plus d'une amende concernant l'IA, peut se rajouter une amende concernant la partie RGPD, et en fait, le cumul n'est pas interdit. Voilà, le cumul des amendes n'est pas interdit. Voilà, j'ai fini pour cette partie-là. Très clair. Merci beaucoup, Frédéric, très clair. Alors, la prochaine question qui s'adresse également plutôt, qui se porte plutôt sur l'IA Act, en demandant si jamais l'IA Act impose-t-il des exigences de sécurité différenciées selon justement le SIA. Alors, je crois que c'est Frédéric qui commence sur cet aspect-là. En fait, on a prévu de séparer nos interventions en fonction des IA interdites, des IA à haut risque. Les SIA à haut risque, c'est vraiment l'essentiel du marché. Et ensuite, les grands modèles. OK. Donc, en fait, au niveau des IA interdites, effectivement, vous avez un certain nombre d'IA qui sont interdites selon l'IA Act, notamment tout ce qui a toutes les IA qui peuvent avoir recours à des techniques subliminales. Alors, quand je dis subliminales, c'est-à-dire de pouvoir dans un propos, diriger un propos, mais sans... vous connaissez ce que c'est, les images subliminales, mais aussi savoir lire entre les lignes, c'est-à-dire qu'inconsciemment, on a la possibilité, par des techniques, effectivement, de diriger le choix de quelqu'un, ou les réponses que peut apporter l'IA peut, la manipulation, en fait. Voilà, manipulation, voilà, excuse-moi, merci Olivia. Il y a tout ce qui est aussi les IA qui peuvent avoir mettre en œuvre des vulnérabilités vis-à-vis de l'âge, d'un handicap, d'un individu. Vous avez aussi tout ce qui est les IA qui, au niveau de la biométrie, je donne l'exemple de la Chine, par exemple, une IA
pour la Chine, vous avez effectivement de la vidéosurveillance dans lequel on vous reconnaît, on sait tout de vous, et si vous jetez un papier par terre, en fait, on vous donne une note, et selon la note que vous avez interdiction de quitter le pays ou d'autres sanctions qu'il peut y avoir. Au niveau de l'IA Act, là, Au c'est niveau complètement européen, c'est interdit. Voilà, Ouais. c'est Le complètement scoring interdit. social. Voilà, tout à fait. Vous avez tout ce qui est aussi voilà, tu m'as devancé aussi, puisque j'ai mélangé un peu les deux, mais il y a le scoring social, notamment les IA qui, de manière automatique, va donner une note à un client sans qu'il y ait recours comment dire, à un humain qui va en fait prendre le relais. Donc s'il n'y a pas, en fait, le scoring automatique via l'IA est interdit. Il faut qu'il y ait effectivement un humain qui soit derrière pour contrôler et faire ce scoring. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est reconnaissance des émotions en entreprise sur le lieu de travail. Vous pouvez très bien avoir des IA qui permettent, via des chatbots par exemple, comment dire, des IA qui vous permettent de détecter l'humeur des gens par rapport à une vidéo, enfin, par rapport via Teams, par exemple, une IA qui va pouvoir détecter selon le visage de la personne, s'il est mécontent, s'il est voilà, ce genre d'IA au travail est interdite, enfin sur le lieu de travail, y compris les IA aussi vocaux. Je parle aussi des IA vocaux qui peuvent en fait détecter l'humeur ou voilà, ce genre de choses. Donc, si vous voulez reprendre l'intégralité des cas d'usage pour lesquels il y a une interdiction, ils sont à l'article 5 de l'IA Act. Oui. Comme ça vous permettra en fait en entreprise de pouvoir reprendre les exemples, énumérer et vous permettre de qualifier si vous êtes dedans ou pas, et des questions à vos fournisseurs. Merci. J'enchaîne avec les systèmes d'IA à haut risque. Donc là, Frédéric nous a parlé des systèmes d'IA qui sont interdits. C'est-à-dire que tous les cas d'usage et les exemples qu'il a donnés, c'est interdit sur le territoire européen. Il y a des exceptions dans le cadre de recherche, mais en tout cas pour les usages commerciaux, c'est interdit. Ensuite, il y a les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. C'est la grosse majorité des systèmes d'intelligence artificielle. Là, on est plutôt dans les systèmes d'intelligence artificielle experts pour le moment, hein, qui ont donc un usage ou plusieurs usages précis. Alors, les systèmes d'intelligence artificielle considérés comme à haut risque sont ceux qui sont utilisés comme composants de sécurité d'un produit ou qui constituent eux-mêmes un produit de sécurité. Et il y a ensuite tous les systèmes d'IA qui correspondent à une liste de domaines. Ces domaines sont la biométrie, les infrastructures numériques, l'éducation et la formation professionnelle, l'emploi, la gestion de la main-d'œuvre, l'accès à l'emploi indépendant, l'accès et le droit aux services privés essentiels et aux services publics, l'accès par exemple aux soins, l'accès aux assurances sociales, l'accès à un droit, à une subvention, les activités répressives, qui sont celles de l'autorité publique, la migration, l'asile, la gestion des contrôles aux frontières, là aussi, ce sont des usages qui sont entre les mains des autorités publiques, l'administration de la justice, les processus démocratiques, comme les processus électoraux. Tous ces processus-là sont des processus qui dépendent de l'autorité publique. Mais pour le reste, ceux sur l'emploi, la biométrie, l'infrastructure numérique, sont des usages qui sont entre les mains aussi des entreprises privées et qui sont des usages qui doivent répondre à un certain nombre d'exigences puisqu'ils sont classés à haut risque.
Être classé à haut risque, ça veut dire qu'on doit suivre des exigences, et ces exigences sont mises à la charge de plusieurs intervenants. Donc, il y a le cas d'usage et ensuite les différents intervenants dans le cadre de ce cas d'usage. Et pour savoir quels sont ces intervenants, il faut suivre le cycle de vie de l'intelligence artificielle. Donc, il faut décomposer en fait de la conception à l'utilisation et au suivi de l'utilisation pour vérifier qu'on ne crée pas un nouveau cas d'usage que celui pour lequel le système a été conçu. Et dans ce cas-là, on va devenir soi-même concepteur, en fait, soi-même fournisseur d'un nouveau système d'IA si on s'éloigne de la fonction première. Voilà, donc il y a plusieurs choses à avoir en tête, en résumé. Est-ce que je suis dans un cas d'usage à haut risque et quel est mon rôle dans le cycle de vie du système d'IA pour savoir quelles obligations je dois respecter. Les obligations, il y en a beaucoup pour les systèmes d'IA à haut risque, qui sont les principaux systèmes d'IA, je le répète. Il faut mettre en place un système de gestion des risques. C'est l'article 9 de l'IA Act. Il faut mettre en place un système de gestion de la donnée. C'est l'article 10 de l'IA Act. Et notamment, c'est dans ce cadre-là qu'il faut être en capacité de détecter les biais, de détecter les manipulations possibles, les déviations de l'utilisation. Pour faire un petit focus sur les biais, donc les biais, ce sont des anomalies dans la production d'un résultat qui est censé être neutre, loyal et équitable. Et là, le résultat n'est pas neutre, loyal et équitable. En fait, c'est assez intéressant cette notion de biais, puisque c'est une avancée aussi dans la conscience que l'on a que nos systèmes sont tous porteurs de biais. Ça a mis en lumière certaines façons de raisonner, même en matière de logiciels non IA, mais ça a vraiment permis de focaliser sur nos biais et d'améliorer du coup la neutralité de nos outils. Donc, il y a plusieurs types de biais, des biais cognitifs, des biais statistiques, des biais économiques. Il faut donc lister les biais que l'on peut observer pour en diminuer l'impact. Mais en tout cas, il faut suivre ces biais et voir si de nouveaux biais n'apparaissent pas au moment de l'usage, de l'utilisation du système d'IA. Ensuite, il faut avoir une documentation technique suivie, tenue à jour. Donc, tenue à jour, on voit bien que ce n'est pas que le fournisseur, c'est également le déployeur. Le déployeur, ce terme de déployeur dans le cadre de l'IA Act, c'est l'utilisateur, c'est l'entreprise qui va souscrire un service auprès d'un fournisseur. Ça s'appelle le déployeur et pas l'utilisateur. L'utilisateur, ça va être plutôt nous, chacun de nous, quand on utilise ChatGPT, par exemple, au regard de l'IA Act. Donc, la documentation technique suivie, c'est l'article 11. Il faut tenir des journaux d'événements, c'est l'article 12 et l'article 19 de l'IA Act. Il faut suivre la transparence, c'est l'article 13, transparence du système d'IA et transparence à l'égard des personnes concernées. Donc, il y a 2 volets pour la transparence dans le cadre du SIA au risque. Il faut mettre en place un contrôle humain tout au long du cycle de vie du système d'intelligence artificielle, c'est l'article 14. Il faut mettre en place des moyens et des processus qui garantissent la sécurité du système d'IA, la sécurité technique et la sécurité des données. Ça, Frédéric en a parlé. Donc, il y a la partie technologique, on va dire, du système et la partie données qui doivent être sous contrôle. Il y a une exigence de marquage CE, donc un marquage CE numérique, puisque en général, il n'y a pas de support, qui est exigé par l'IA Act pour les systèmes d'IA à haut risque. Il y a une déclaration de conformité que doit faire le fournisseur auprès d'autorités européennes. Il y a la mise en place d'un système de gestion de la qualité avec une documentation, une obligation de documentation là aussi toujours suivie.
Voilà, et une autre obligation, évidemment, comme pour le RGPD, il faut coopérer avec les autorités nationales en cas de contrôle et en cas de demande d'information. Évidemment. Évidemment, comme toujours. Ensuite, comme les systèmes d'IA au risque en général fonctionnent grâce à des données à caractère personnel ou à des données à caractère confidentiel ou à des données de savoir-faire de l'entreprise, il faut faire des analyses d'impact du SIA. C'est l'article 27 de l'IA Act. Ça vient en doublon avec les exigences d'analyse d'impact du RGPD. Pour le RGPD, c'est quand ça concerne les données à caractère personnel. Pour l'IA Act, c'est quand ça concerne tout type de données, pas seulement les données à caractère personnel. Donc des données confidentielles, par exemple. Il faut notifier les incidents. Ça, on retrouve des exigences qu'il y a aussi dans le RGPD. Il faut enregistrer le système d'IA dans une base de données européenne. Mais tout ça, c'est en cours d'élaboration. Même les institutions européennes ne sont pas encore prêtes, tout à fait prêtes. C'est en cours de mise en place. Et donc, ce qu'il faut, c'est bon, voilà. Et je vais m'arrêter là pour les systèmes d'IA. Si tu me permets, Olivia, Bien sûr. je voudrais rajouter quelque chose parce que j'ai vu que Marc a posé la question quel est le niveau d'exigence obligation concernant l'IA dans le Cyber Resilience Act. Et donc, comme l'a indiqué pour l'IA Act, Olivia, en fait, pour le Cyber Resilience Act, il y a la transparence, donc au niveau IA. Donc le Cyber Resilience Act demande à ce que, effectivement, dès qu'on utilise une IA, les personnes qui utilisent un service avec de l'IA doivent être au courant que derrière, c'est une IA. Il y a la supervision humaine. Il est important qu'aucune décision ne soit faite automatiquement par une IA, mais bien que derrière, il y a au final une supervision humaine et donc un avis humain. Donc ça, c'est dans le Cyber Resilience Act. Et il y a aussi la partie évaluation des risques qui est obligatoire. Et j'aimerais aussi répondre alors c'est qui? C'est Khalid. Pour le domaine militaire, alors pour le domaine militaire, il y a les questions d'éthique qui sont, en fait, pour le domaine militaire et comme pour beaucoup de domaines, comme l'a dit Olivia, tout est en train de se mettre en place en termes de réglementation. D'accord? Donc, il y a des choses qui sont en train d'être décidées actuellement, mais qui ne sont pas encore faites. Mais en tout cas, pour le domaine militaire, il y a des questions d'éthique qui sont en train d'être discutées, et notamment, en tout cas, ce qui est clair, dans le domaine militaire, il faut que l'IA respecte les lois internationales et respecte surtout la Convention de Genève. Donc ça, c'est pour le domaine militaire. Et bien entendu, il y a aussi l'aspect transparence qui revient tout le temps sur le, comment dire, sur le tapis. Mais voilà, pour le domaine militaire. Dans le domaine militaire, il y a un petit peu moins de transparence, parfois. Un petit peu moins. Et il y a des règles spécifiques qui régissent justement la transmission de données, la transmission d'informations entre des acteurs qui doivent être habilités à recevoir ces informations. Voilà. Il y a vraiment des règles de sécurité dans la transmission. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, dans l'IA Act, il y a des IA interdites qui risquent dans le domaine militaire et dans le domaine police, entre guillemets, d'être des IA qui sont à haut risque, mais qui sont tolérées, mais sous certaines conditions, avec des contrôles très, très stricts sur ce qui se passe au niveau du domaine militaire. Oui. Voilà, en Europe, du moins. Oui. En tout cas, ce qui est en train de se faire sur le domaine militaire, c'est qu'il est hors de question que ça soit une IA, au final,
qui ait le contrôle, par exemple, de tirer sur qui que ce soit. Voilà. L'IA, en fait, derrière, il y aura quand même un humain qui prendra la décision. Certes, cet humain devra être, par exemple, avec des drones, devra être très, très réactif vis-à-vis de ce que dit l'IA. Mais en tout cas, derrière, c'est l'humain qui donnera l'ordre, par exemple, de tirer ou pas. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations. Pour information, il est déjà 12h45. Il reste encore pas mal de questions, donc il faudrait qu'on avance un peu plus vite, même si jamais d'autres personnes ont des questions, on va vous communiquer les mails de chacun d'entre eux comme ça. 2 mots, juste un mot pour les gens qui nous écoutent sur les IA à usage général. S'il y a une question que vous devez vous poser et que vous devez poser à votre éditeur, c'est quel est le niveau de flop? En fait, c'est la vitesse de calcul. Et si la vitesse de calcul de l'IA à usage général est supérieure à 10 puissance 25 flops, vous êtes sur une IA qu'on dit à risque systémique. Donc, il y a des obligations supplémentaires. Donc, avant de passer, je vais te donner la main. Gardez cette idée en tête. Si vous êtes sur une IA à usage général, demandez systématiquement la vitesse de calcul. Voilà. Tu peux avancer. Et bien alors, la prochaine question qui est: quelles sont les bonnes pratiques en matière de sécurité dans les SIA? Donc, les bonnes pratiques, alors, je vais pas vous réinventer la poudre hein, pour les bonnes pratiques. Je vous invite à regarder, vous avez le résumé des bonnes pratiques en termes de règles de sécurité dans les SIA dans l'ISO 42001. Donc, voilà. Notamment, vous avez tout ce qui est mise en place de politiques spécifiques, vous avez tout ce qui est chiffrement, vous avez tout ce qui est tests réguliers, donc audit régulier. Vous avez aussi faire en sorte que votre IA, puisse être débrayable, c'est-à-dire que si, alors, comme dans les mesures de sécurité, il y a le contrôle de l'IA avant la production et pendant la production. Et pendant la production, le contrôle de l'IA veut que si on détecte un biais dans l'IA ou l'IA qui commence à faire n'importe quoi, l'IA doit être débrayable et c'est l'humain qui doit pouvoir reprendre le contrôle dessus. Les mesures de sécurité également dans les SIA, c'est aussi la documentation. Votre IA doit être documentée. Tout ce que vous faites au niveau de l'IA, que ce soit pour les données d'entraînement, que ce soit post ou pré ou post-production, tout doit être documenté. Vous devez avoir mis en place une gestion des incidents. Comme le prévoit le NIS 2 pour les autres domaines, hein, mais vous devez avoir de la gestion d'incidents, vous devez avoir des process clairs, dans votre mise en place de l'IA. Comme je le dis, l'IA doit être débrayable. Vous avez qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein, vous pouvez facilement les avoir toutes sur l'ISO 42001 et également vous avez la possibilité d'avoir aussi des bonnes mesures de sécurité sur le dernier document de l'ANSSI et de la CNIL qui donne quand même pas mal d'informations sur la sécurité dans les SIA. Voilà. Effectivement, Frédéric, j'appuie ce que tu viens de dire. Donc, pour encore donner un document plus précis aux auditeurs, vous avez un document qui est super génial, qui est les recommandations de sécurité de l'ANSSI en matière de système d'IA générative.
qui est vraiment, par contre, pour le coup, focus IA générative. Vous avez aussi énormément de fiches pratiques sur le site internet de la CNIL, qui viennent en supplément de celles que vous allez trouver sur le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, c'est 2 sites internet. Vous avez aussi un webinaire spécifique « Comment sécuriser les systèmes d'IA » qui a été fait par la CNIL, de mémoire en 2024, fin d'année 2024. Et pour info aussi, vous avez pour le coup d'autres lignes directrices qui ne sont pas françaises, mais par exemple, vous avez les lignes directrices sur la sécurité d'IA du Bureau fédéral pour la sécurité de l'information allemande, ou le guide IA Security and Privacy de l'association OWASP, qui est vraiment bien fait aussi. Donc, vous allez systématiquement retrouver les mêmes principes et vous allez retrouver vos petits. Voilà. Très clair, merci beaucoup. Voilà. Je voulais rajouter aussi un document qui est important parce que le NIST a aussi sorti il n'y a pas très longtemps un document, c'est le NIST AI RMF, qui est très très bien. Moi, j'ai eu l'occasion de bien l'analyser et de faire une matrice de correspondance justement avec l'ISO 42001. Et effectivement, vous avez aussi certaines mesures de sécurité qui vont un peu plus loin dans le NIST. Mais bon, c'est très très intéressant de regarder le NIST AI RMF. Voilà. Merci beaucoup. On a une nouvelle question qui est comment les freelances, du coup, peuvent-ils, eux, s'assurer de la sécurité des projets d'IA sur lesquels ils travaillent? Alors là, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a déjà dit. Donc, on assure la sécurité à 2 niveaux, au niveau de la conformité à la réglementation et au niveau opérationnel. Frédéric et Vanessa viennent d'en parler. Au niveau opérationnel, au niveau technique, au niveau des processus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut mettre en place 3 actions. C'est 3 actions qui ne sont pas chronologiques, hein, il faut faire les 3. Il est impératif pour mettre en place un système d'IA sécurisé pour l'entreprise de faire appel aux juristes. C'est pas habituel, mais de faire appel aux juristes dès le début, puisqu'il faut rentrer dans une qualification et qu'une fois cette qualification opérée, il faut mettre en place les actions qui vont bien. Donc, intégrer les juristes dans la réflexion dès le début. Ensuite, documenter tout le processus de qualification du système d'IA. Il va y avoir celui que le fournisseur va fournir, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir continuer à l'alimenter au fur et à mesure de l'utilisation. Et l'action numéro 3, il faut faire un dossier de sécurité et de conformité IA avec l'éditeur de la solution d'IA, en collaboration avec celui-ci. Il faut vraiment prévoir de la coopération avec le fournisseur tout au long de la relation. En tout cas, dans tous les projets, effectivement, où il y a de l'IA, nous, c'est ce qu'on faisait en assurance. Tous les projets IA devaient passer obligatoirement d'abord en pré-qualif au data, data officer. Et il devait passer également au niveau du juridique, au niveau des PO et au niveau du RSSI. Donc tous les projets doivent avoir un coup de tampon normalement sur ces trois, sur ces trois domaines. Oui, ça doit passer devant le DPO, même s'il n'y a pas de données à caractère personnel, Exactement. au moins pour acter du fait que c'est sous contrôle, il n'y en a pas, et on décide donc de ne pas mettre en place les règles du RGPD. Alors, je voulais rajouter. On a beaucoup parlé de sécurité juridique, mais il y a un élément aussi pour lequel les entités aujourd'hui ne sont pas encore au point parce que c'est quelque chose d'émergent, c'est la notion d'éthique. Et aujourd'hui, un éthicien qui est capable d'apprécier la conformité d'une IA sur tous les critères, ça n'existe pas. Et donc, en fait, la notion d'éthique qui doit être appréciée derrière une notion d'IA, derrière un projet IA, en règle générale, ce qui se passe dans les entreprises, c'est qu'il y a un comité d'éthique qui va être créé, composé justement de ces différents acteurs qui vont pouvoir ensemble apprécier les 3 fameux critères, donc sécurité, éthique et juridique, pour s'assurer que le dossier de conformité est complet et conforme aux exigences demandées sur les 3 critères.
Et je voulais préciser une chose, parce qu'on parle aussi beaucoup de RGPD, des données à caractère personnel, notamment sur la partie exfiltration de données. N'oublions pas que il n'y a pas que les données à caractère personnel qui sont sensibles. Les données sensibles aussi, ça peut être des données confidentielles de l'entreprise, des brevets, ce genre de choses. Et donc, automatiquement, ils sont à protéger au même titre que les données à caractère personnel. Donc, n'oublions pas que dans les données sensibles, il n'y a pas que les données à caractère personnel. Voilà. Très clair. J'avance parce qu'il est déjà 1h-5 et que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent après nous quitter. Donc, on a comment les obligations de sécurité s'intègrent-elles dans les contrats? Peut-être qu'il y a rapidement Ouais, quelqu'un. je vais prendre la main, mais très rapidement pour pouvoir avancer. Quand on est sur un système d'IA, on va retrouver les mêmes problématiques qu'on trouve sur tout système d'information. Donc, vous allez avoir des obligations de sécurité classiques et des obligations de sécurité spécifiques à l'IA. Je vais passer sur les obligations de sécurité classiques. Je vais rester sur rapidement 2 minutes, enfin 1 minute plutôt, sur les obligations de sécurité spécifiques à l'IA. Donc, en fait, il vous faut des clauses qui parlent de l'intégrité et de la qualité de la donnée en amont, des mesures et des choses sur lesquelles votre éditeur va s'engager pour assurer que les données d'entrée ne connaissent pas de biais, n'ont pas de biais, et s'il en a, quelles sont les mesures qu'il va mettre en place pour les identifier et les réduire. Et pareil, des mesures de contrôle et de s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de problème d'hallucination sur les données de sortie. Et donc, pareil, il faut aussi des clauses sur lesquelles il s'engage. Il nous faut absolument une clause sur la traçabilité des données en entrée et en sortie. Pourquoi? Parce qu'il nous faut savoir quel a été le chemin de la donnée, parce que ça va contribuer à l'explicabilité du résultat. Pourquoi? Parce que quand on parle d'IA, systématiquement, on va avoir besoin, surtout s'il y a une interaction avec une personne humaine, un client à la fin, d'expliquer les résultats. Et en fait, la traçabilité va contribuer à ça, mais pas que. Ça va aussi aider à expliquer un incident si un incident de sécurité, Exactement. notamment d'exfiltration de données. Exactement, notamment. Ensuite, en termes de documents, quelle forme ça peut prendre au niveau du contrat? Ça peut être une clause ou des clauses au niveau du contrat. Il y a des clauses qui vont être publiées par la Commission européenne en matière d'intelligence artificielle. Ça commence à arriver depuis quelques mois, mais encore les choses, comme on l'a dit avec Olivia et Frédéric, les choses ne sont pas sèches. Et en termes de documents qu'on peut trouver dans les contrats, on peut avoir le plan d'assurance sécurité, qui est une bonne pratique. C'est une énorme clause, un gros annexe qu'on trouve dans le contrat et qui touche tous les sujets de la sécurité qui vont s'appliquer. Voilà, c'est une bonne pratique. Mais un autre sujet qui est vraiment important, c'est aborder, c'est la qualification des parties. Parce que dans le jeu d'un système d'IA, comme on se l'a dit tout à l'heure, la qualification des parties a un impact sur les obligations des parties. Donc ça aussi, ça va être un enjeu au niveau du contrat. Et je vais m'arrêter là. Très clair. Il reste en effet 3 questions. La première des 3 qui restent, c'est quelles sont les responsabilités respectives des fournisseurs et des utilisateurs? Peut-être qu'il y a une réponse rapide qui peut être faite. Il y a un document Olivia, tu veux y aller? Comme ça, sinon, il y a un document. Oui, oui, il y a un document, mais en fait, là, c'est l'IA Act qui définit les responsabilités du fournisseur et des utilisateurs. Les utilisateurs dans l'IA Act, ce sont les déployeurs. Les déployeurs sont les entreprises qui vont souscrire ou développer un système d'IA. Donc, utilisateur, ça n'existe pas dans l'IA Act, c'est vraiment déployeur. Donc, les fournisseurs… On est bien, excuse-moi Olivia, on est bien dans le cadre entreprise, pas le cadre privé. Voilà. Oui, c'est l'IA. On est vraiment dans le cadre de l'IA Act. C'est comme le RGPD, c'est que dans le cadre interentreprise et individu. Là, c'est la même chose. Donc, le fournisseur va avoir un certain nombre de responsabilités décrites dans l'IA Act. Je ne vais pas vous dresser la liste parce que c'est fastidieux et pas très utile. Et les déployeurs vont avoir d'autres obligations. Parfois, ce sont les mêmes obligations qui sont mises à la charge des deux parties. Et le déployeur peut lui-même devenir fournisseur s'il fait évoluer le cas d'usage du système d'IA. Dans ce cas-là, il va lui-même devenir fournisseur s'il dévoie un peu l'usage qui était prévu du système d'IA. Voilà ce que je peux dire. Très clair. Merci beaucoup, Olivia.
L'avant-dernière question, c'est aujourd'hui, quels vont être les défis spécifiques qui vont être liés à la protection des données à caractère personnel dans les projets d'IA? Alors pareil, rapidement, on va avoir, alors surtout séquencer, c'est une méthode de travail, c'est ce que dit la CNIL. Si vous voulez les références, c'est sur les sites de la CNIL, elle a fait de nombreuses fiches pratiques sur comment analyser la conformité d'un projet IA en matière, quand ça traite de la donnée personnelle, soit en phase d'apprentissage, soit et aussi en phase de déploiement. Pour le coup, faire attention à la minimisation des données, faire attention aux données qui sont personnelles qui vont être entraînées. Il y a des bons usages qui sont d'utiliser de préférence de la donnée synthétique. Pareil, il y a une fiche sur le site de la CNIL et sur le site du laboratoire d'innovation numérique. On sait que c'est difficile et que ça ne marche pas tout le temps, donc on a tendance à vouloir utiliser de la donnée perso. Et si vous utilisez de la donnée perso, pareil, il y a une fiche qui vient de sortir la semaine dernière sur le site de la CNIL qui permet d'expliquer quelles sont les bonnes pratiques en matière d'usage de données personnelles en phase d'apprentissage. Quelles sont, je ne vais pas vous parler du RGPD parce que ce n'est pas l'enjeu. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est une grosse problématique, le droit à l'oubli, parce que s'il y a des données personnelles qui sont utilisées en phase d'apprentissage, a fortiori, si par exemple Vanessa veut dire stop, je veux que tu oublies, que tu effaces toutes les données que tu as sur moi parce que je te le demande, c'est mon droit. Donc ensuite, en fait, dans l'idéal, il faudrait pouvoir désapprendre au système d'IA. Or, techniquement, aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a pas de possibilité technique de désapprendre à un système d'IA. Donc là, pour le coup, la CNIL l'a aussi reconnu mardi dernier lors d'une conférence. C'est pas facile le sujet données personnelles en phase d'apprentissage. Et pareil, j'ai échangé sur le sujet avec un expert technique qui travaille avec l'IA qui m'a dit clairement qu'aujourd'hui, ce n'était pas possible. Enfin, on cherchait encore comment faire. La traçabilité, j'en ai déjà parlé. Et surtout, faites attention au scrapping si vous collectez des données en ligne pour justement apprendre à votre IA. Notamment, mais pas que, encore une fois, il y a une bonne fiche qui est faite sur la CNIL. Et là, surtout, prenez les conseils auprès de votre délégué à la protection des données. Le sujet est hyper sensible. Faut pas... Clairement, si vous apprenez, si vous construisez un modèle d'IA qui a été entraîné de manière non conforme au RGPD ou à l'IA Act, en fait, tout va tomber. Et si ça tombe, si c'est de la non-conformité liée au RGPD et que la CNIL le sait, elle pourrait très bien vous demander d'arrêter le traitement, d'arrêter la vente. Donc, c'est vraiment extrêmement important de se poser les questions dès l'origine. Et j'arrêterai là. Une dernière notion qui est juste fondamentale en matière d'IA, en matière de protection des données, c'est expliquer les résultats. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si une IA est utilisée pour donner une réponse à une personne physique, donc normalement, il y a toujours quelqu'un qui va lui donner un élément de réponse et apprécier la réponse, mais néanmoins, on n'est pas, il y a quand même des exceptions. Systématiquement, avoir la capacité de comprendre comment marche la solution et pourquoi le résultat est comme ça. Et ça, ça peut être très difficile selon les modèles. Je vais m'arrêter là. Juste, comment dire, Vanessa, comme on est dans la continuité, il y a Zacharia qui a posé la question, le stockage au format vectoriel de données personnelles reste considéré comme une donnée personnelle ou pas? Et idem si les données sont anonymisées avant stockage vectoriel. Ah, ok. Alors, très honnêtement, le stockage vectoriel, je ne le connais pas. Par contre, donc, apprendre avec des pincettes, moi, je te dirais en tant que DPO, je te poserai des questions pour savoir ce que c'est que le stockage vectoriel. Mais le principe est que systématiquement, quand tu traites de la donnée personnelle, dans la mesure où tu es en capacité d'identifier la personne directement ou indirectement, manque de bol, le RGPD s'applique. C'est pour ça qu'on a tendance à recommander l'usage de données synthétiques ou l'usage de données anonymisées. Et pareil, ta deuxième question, le stockage de données anonymisées au format vectoriel. En fait, tant que tu es sur de la donnée anonymisée, le RGPD s'applique plus. Encore faut-il que ta donnée soit anonymisée au sens de la CNIL et du CEPD. C'est ça, au sens des critères très stricts. Et aujourd'hui, c'est assez difficile de respecter les fameux critères qui sont énumérés par le CEPD. Pareil, il y a eu des recommandations qui ont été publiées l'année dernière par le CEPD sur les techniques d'anonymisation. Elles ont été mises à jour. Et pareil, donc voilà. Donc si tu as besoin, il y a ce document-là qui existe. Mais quoi qu'il en soit, et je reviens sur la notion de vectoriel que je ne connais pas, mais si l'intérêt derrière, c'est de me dire, Vanessa, l'éditeur n'y accède pas,
je te répondrai que j'en suis pas certaine et qu'a fortiori, on reste sur de la donnée personnelle, donc le RGPD s'applique. Pourquoi? Parce que c'est le traitement qui va être fait qui fait que sur de la donnée personnelle, qui fait que le RGPD va s'appliquer. Mais encore une fois, comme je ne connais pas la notion de stockage vectoriel, faudrait qu'on en parle. Voilà. Voilà. Je voulais rajouter une dernière chose aussi, l'importance des données d'entrée. Il est important lorsqu'on a des données d'entraînement que les données d'entraînement soient le plus hétérogènes possible pour éviter les biais. C'est-à-dire qu'on est en termes, enfin, hétérogène possible le plus et en quantité, une quantité quand même assez importante pour que ça soit suffisamment utilisable. Voilà, pour éviter toutes sortes de biais. Merci beaucoup, Frédéric. Et on a une dernière question pour clôturer. Alors, c'est donc de se demander quelles sanctions sont prévues par l'IA-Act en cas de non-conformité. Alors, les sanctions sont lourdes, comme pour le RGPD, et dépendent de la qualité des intervenants. Par exemple, tout à l'heure, Frédéric a parlé des systèmes d'intelligence artificielle interdits. Et le fait de mettre en place un cas d'usage interdit rend passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. Donc, ce n'est pas négligeable, par exemple. Après, il y a plein d'autres sanctions qui sont aussi assez élevées en fonction de l'irrespect constaté, uniquement pour l'IA-Act. Et ça se cumule avec d'autres législations. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une amende, alors je ne sais plus le pourcentage du chiffre d'affaires, mais en tout cas pour le RGPD, c'est 4% du chiffre, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, et donc c'est cumulable, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une amende concernant l'IA-Act, une amende concernant le RGPD, et éventuellement une amende concernant NIS 2. Voilà. Donc voilà, ça peut être cumulé. Très clair. Merci beaucoup. De toutes les manières, tout ce webinaire, ce replay sera disponible dès cet après-midi ou ou demain. On va faire le replay très vite. Ce que je me permettrai de faire, c'est aussi de communiquer vos mails si jamais vous l'acceptez, pour que comme ça, si ils ont des questions, voilà, vous puissiez leur répondre. Ça a été très complet pour nous, très intéressant. Je sais que voilà, il est 13h07, peut-être que beaucoup. On va faire la saison 2. On fera une saison 2, exactement. Et en tout cas, on a répondu aux questions du chat. Voilà. Merci en tout cas d'avoir géré ça, Frédéric. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée pour ceux qui sont encore là. Merci. Et on vous envoie très vite les questions et les réponses pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour ce webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.